Bonjour à toutes et tous, merci d'être là de bon matin pour démarrer la journée. On va attaquer dans cette salle Monge la journée en se posant une question simple, alors simple en apparence, évidemment. Le schéma industriel du secteur aéronautique peut-il évoluer? En clair, alors que les décennies passées ont été marquées par une forte externalisation, les avionneurs pourraient-ils faire machine arrière et réinternaliser certaines activités? La question se pose clairement aujourd'hui, alors qu'Airbus a revu en profondeur l'organisation de certains de ses sites en 2021, si je ne dis pas de bêtises. On va y venir plus en détail tout à l'heure. Et aussi du fait, pardon, je reprends le fil de ma pensée, que Boeing est confronté au problème que vous savez tous, s'interroge sur la possibilité de réintégrer les activités d'un sous-traitant que vous connaissez également tous, Spirit. Alors, est-ce qu'on assiste à un retournement de situation? Est-ce qu'on est allé trop loin dans la sous-traitance? Évidemment, les donneurs d'ordre ne vont pas se mettre à absorber tous leurs fournisseurs. Est-ce que du coup, on s'oriente vers un renforcement des liens avec les sous-traitants? On va essayer d'évoquer tous ces points avec un certain nombre d'experts. Je les prends tout simplement par ordre alphabétique. Bruno Bouffe, et je vous demande de les accueillir chaleureusement. Vous êtes vice-président Aérospace et Défense de Capgemini. Marjolaine Grange, vous êtes directrice groupe Industrie, Achat et Performance de Safran. Bonjour, on peut l'applaudir. Florent Massou, directeur des opérations d'Airbus Commercial Aircraft. Merci d'être avec nous. Et enfin, Marie-Louise Philippe, vous êtes vice-présidente des ventes et du marketing et responsable de la région Europe et Asie centrale, ouf, d'Embraer. Merci. Comme je l'ai dit en introduction, les avionneurs sont très dépendants, ils le disent et le redisent, de chacun de leurs fournisseurs, du plus petit maillon de la chaîne. Premier tour de table rapide avant d'aller ensuite dans le détail d'un certain nombre de cas concrets. Est-ce qu'on est allé trop loin dans la sous-traitance? Est-ce que ce schéma, le schéma actuel, est inévitable? Qui veut commencer à prendre la parole? Premier tour de table rapide. Allez, mouillez-vous. Ça marche? Ouais. Bonjour à tous déjà. Est-ce qu'on est allé trop loin? La question, on verra à la fin si on y répond. Mais juste pour mettre en perspective de quoi on parle, Airbus, notre supply chain, c'est 12 000 sous-traitants. Tous les jours chez Airbus, on reçoit 2,2 millions de pièces. On produit entre 3 et 4 avions qu'on livre sur l'ensemble de nos gammes de produits. La machine Airbus, elle transforme 2 millions de pièces reçues tous les jours en 3 ou 4 avions. On ne va pas faire 2 millions de pièces, nous. C'est trop de travail. On est intégrateur. Donc notre part de sous-traitance, qui est entre 60 et 80% sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, est-ce que c'est trop ou pas assez? Je ne pense pas. La question, c'est comment on fait en sorte que ça marche et que ça soit le plus efficace possible pour nous, pour nos tier 1, pour l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, que chacun y retrouve ses billes. Marie-Louise. Bonjour tout le monde. En effet, si on parle du monde Embraer, avec une existence de 55 ans, on a, dans notre histoire, produit 8000 avions dans l'ensemble. Donc, en effet, une échelle assez conséquente, certes pas à l'échelle d'Airbus. Embraer a un système industriel qui se repose beaucoup sur déjà une compétence à l'intérieur de l'entreprise. Donc, par exemple, on arrive dans nos usines au Brésil, on a une profondeur de compétences industrielles qui commence avec la première coupure du métal, donc tout au début, jusqu'à aussi, par exemple, le design et le manufacturing du train d'atterrissage. Donc ça, c'est assez particulier. On est aujourd'hui numéro 3 fabricant d'avions commerciaux. Et malgré tout, notre échelle, on arrive à d'avoir ces compétences à l'intérieur. Et ça marche pour nous, ça marche pour nos programmes. On est
Par exemple, notre programme E2, c'est notre dernière gamme des avions commerciaux aujourd'hui. C'était un programme à l'heure, certifié par 3 autorités à temps et avant la date planifiée. Donc, quelque part, ça montre qu'à notre échelle, le système qu'on a industriellement parlant marche. Marjolaine Grange. Oui, donc côté Safran, pour rebondir sur ce qu'a dit Florent, il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de poser le diagnostic de pourquoi on est là, et ce n'est pas forcément la question de l'externalisation qui arrive en premier. D'une part, cette externalisation, elle est quand même vecteur de compétitivité, de savoir-faire. On ne peut pas maîtriser tous les métiers industriels sur l'ensemble de notre chaîne. On a aussi, nous, plus de 6000 fournisseurs directs de pièces. Et donc, l'externalisation n'est pas forcément le premier sujet qui arrive quand on pose le diagnostic. Par contre, il y a un diagnostic qui est vrai, c'est que la supply chain telle qu'on l'a vécue pendant des années, au moment où on a développé notre externalisation, c'est plus la même parce qu'on vit depuis 5 ans une succession de chocs sans précédent, il faut se le dire. Le Covid, on n'avait jamais vécu une telle baisse de la demande. Historiquement, l'aéronautique est un secteur qui vit avec des cycles, mais la crise du Covid, la chute du trafic et la chute de la production a été énorme. Plus de 80% de chute du trafic aérien. Et derrière, on se retrouve avec la crise en Ukraine et un marché qui a une appétence pour nos produits qui est aussi sans précédent, donc un ramp-up qui est sans précédent. Donc le diagnostic, il se pose aussi sur la question de est-ce que c'est la question de l'externalisation ou est-ce que c'est la question de qu'est-ce qu'on a devant nous de différent qui va donc, pour revenir à ce que dit Florent, nous demander de travailler différemment avec notre supply chain. On va venir à des cas concrets juste après Bruno Bouffe pour conclure ce premier tour de table. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Depuis toujours, le niveau d'externalisation varie et on se rend bien compte que... Oui, vous m'entendez bien? Non, c'est bon. Le niveau d'externalisation évolue significativement. Dans un sens, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le débat n'est pas trop sur est-ce qu'on a le bon niveau. Je pense que le débat est sur le contrôle de la supply chain. Et ce qu'on constate, nous qui accompagnons les leaders du marché, c'est une volonté de mieux contrôler cette supply chain et mieux contrôler l'exercice d'avoir au bon moment les bonnes pièces avec tout ce que ça suppose en amont, dont on va, je suppose, parler maintenant. Exactement. Alors avant de venir à la situation d'aujourd'hui avec effectivement les tensions assez nombreuses dans la chaîne de fournisseurs, la base de l'interrogation qu'on pose pour cette table ronde, c'est celle de l'externalisation des aérostructures en particulier. Là, ça remonte à loin, comme vous venez de le dire. Je suis allé vérifier, Boeing, donc c'est 2006 pour l'externalisation, c'est-à-dire pour l'externalisation de ce qui est devenu ensuite Spirit, après avoir été racheté par le fonds d'investissement canadien Onex. On sait depuis quelques mois, en raison des innombrables problèmes de qualité de Boeing, que le groupe s'interroge sur la possibilité de récupérer un certain nombre de sites de Spirit. Chez Airbus, c'était pas longtemps après, 2009. C'est pareil, je suis allé revérifier ça, je ne l'avais pas de tête, le fait d'externaliser les aérostructures. Il y a une grande réorganisation depuis en 2021. Question toute simple que je vous pose à vous, Florent Massou. Pourquoi avoir réorganisé vos activités d'aérostructure? Et avant peut-être le pourquoi, où on en est aujourd'hui, quels sont les sites qui appartiennent à Airbus Atlantique, les sites Premium Aerotech, combien de personnes, et pourquoi cette réorganisation? Donc là, il faut faire un peu d'histoire, je pense. Si on se remet en 2006, Boeing décide de vendre son activité aérostructure à Spirit, donc, qui font les fuselages, notamment du 737 à l'époque. Ils décident en parallèle de faire le 787 en composite. Airbus à l'époque, on essaie de faire comme le leader, donc on lance le 350 et on se dit mais on va faire pareil sur les fuselages, mais on ne fait pas exactement pareil, c'est-à-dire qu'on garde nos usines de préassemblage qui sont juste avant les FAL et on va chercher le step d'après dans la chaîne de valeur, qui étaient nos usines de Méholt, de Rochefort, etc., ou en Allemagne de Nordenham, donc ce qui était avant nos usines de préassemblage. Et on crée ces sociétés, Stelia, ce qui est devenu Stelia, et Premium Aerotech,
avec l'objectif de devenir plus compétitive sur ce marché et éventuellement de vendre ces boîtes. Ça a très bien fonctionné, notamment sur la partie Stelia, où grâce à cette initiative, on a réussi sur cette partie de la chaîne de valeur à aller chercher la compétitivité, à ouvrir des écosystèmes en Tunisie, au Maroc, au Portugal maintenant. Et ça nous a permis sur la partie basse de la chaîne de valeur, en termes d'intégration, d'aller chercher des structures de coûts qui sont beaucoup plus efficaces et qui nous permettent après de remonter vers Meholt, de remonter vers Saint-Nazaire, et dans l'ensemble des sous-ensembles et des pièces qui remontent de notre chaîne, d'être beaucoup plus efficaces. Donc ça a été extrêmement positif. Et en arrivant en 2020-2019, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de Stelia et Premium Aerotech? Est-ce qu'on les vend pour de bon ou est-ce qu'on les réinternalise? Et la question s'est posée. Mais pourquoi à ce moment-là, pardon? À ce moment-là, parce que ça faisait 12 ans, on avait des boîtes qui étaient plutôt saines, qui avaient réussi à faire une partie de la transformation. En Allemagne, on n'y est pas encore, mais en France, et donc des boîtes qui étaient performantes. Et donc, voilà, dans une gestion de portefeuille, on se demande est-ce que c'est le bon moment de faire ça. Et on y a répondu en disant non, c'est pas le bon moment de faire ça. Au contraire, il faut aller plus loin. Il faut aller chercher les leviers de compétitivité, y compris dans nos usines de préassemblage, comme Montoire ou Hambourg en Allemagne, et d'aller dans l'intégration plus poussée de notre filière aérostructure via 2 entreprises qui s'appellent Airbus Atlantique et Airbus Aérostructure GmbH en Allemagne, qui remontent jusqu'au pied des FAL en assemblant l'ensemble de ces structures. Et on a décidé de le garder en interne, parce qu'en fait, la structure, c'est quand même la base d'un avion. C'est 40% de notre activité opérationnelle. Donc c'est à la fois des boîtes qui ont un PNL, qui sont un degré d'indépendance, mais qui sont aussi directement rattachées à moi, parce que c'est 40% de mon business qui passe par Atlantique Aérostructure. Donc c'est des filières que je traite directement, comme l'ensemble des autres usines, ou des chaînes d'assemblage final chez Airbus. Et on voit avec l'histoire de Spirit, que finalement Spirit, 3 ans après nous, Boeing, fait la même chose. Donc il y a toujours un lag de 3 ans, mais dans un sens différent ce coup-ci. Est-ce que ça a aussi à voir, et vous me le dites si je m'égare, avec l'approche nouvelle de ce qu'est un avion aujourd'hui? Je veux dire, est-ce qu'on considérait il y a encore 10-15 ans que les aérostructures étaient des commodités? Là, on se rend compte que pour des raisons architecturales, d'aérodynamisme pour les futurs avions, on va devoir penser l'avion dans sa globalité et non plus par partie. Je ne sais pas si je m'exprime de la bonne manière, mais est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on a voulu reprendre la main sur cette activité-là? Je pense qu'on se rend compte aussi que c'est un des endroits de notre supply chain où il y a le plus de défis. Il y en a toujours eu. Il y en a plus post-Covid. Et je pense qu'on reviendra sur ce point, sur la partie aérostructure et detail part. Mais ça reste le cœur de notre machine. C'est le pacer de notre système, l'aérostructure. Les systèmes, la cabine, on installe ça après. Si on n'a pas notre aérostructure à temps et au bon niveau de qualité, on voit ce que ça peut donner, soit en service, soit dans notre chaîne de production, sur les rythmes auxquels on peut croître. Donc c'est essentiel dans notre machine industrielle. Après, je ne rentrerai pas dans la noblesse des différents métiers ou des différentes parties de l'avion, qui a pu amener les gens à penser que le métal, c'était moins noble que les moteurs ou faire des sièges. Mais aujourd'hui, c'est le cœur de la machine, c'est notre pacer, et c'est là où on met énormément d'énergie pour s'assurer à sécuriser notre ramp-up. Donc on vient de regarder un petit coup en arrière pour les aérostructures, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Marjolaine Grange, les tensions actuelles, la période Covid fait qu'on se pose quand même un certain nombre de questions. On se pose des questions sur quoi alors précisément? Par exemple chez Safran. Je pense, pour faire le lien avec cette question de commodité et pas commodité, on s'est vraiment reposé cette question en se disant, est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs, des fabrications qui relèvent quand même du cœur de métier, parce qu'effectivement, notre travail à nous, c'est de maîtriser notre cœur de métier, que ce soit du design jusqu'à la fabrication. Et est-ce que certains de ces secteurs doivent être réinternalisés? Au final, on a refait l'analyse sur l'ensemble de notre panel de fabrication et de fournisseurs. On arrive à confirmer nos schémas aujourd'hui. Il n'y a pas fondamentalement de grande réorganisation comme les Airbus a pu le faire. Toutefois, on a quelques commodités qui ne sont pas véritablement des commodités, mais qui sont considérées comme stratégiques, bien sûr en supply chain, mais pas seulement. Quand on fait cette analyse du make or buy, il y a la question industrielle, et il y a
beaucoup pour nous aussi la question de est-ce que j'ai besoin de maîtriser la partie industrielle de ces pièces pour être capable demain de proposer des produits innovants. Et c'est souvent à travers le prisme de la préparation du futur qu'on identifie des technologies industrielles et que là, oui, il y a une décision de verticalisation. On commence à parler titane, Aubert & Duval. Titane, acier et effectivement tous les matériaux chauds pour nos moteurs d'avion, où là, effectivement, le mouvement qu'on a fait, pas tout seul, hein, puisqu'on l'a fait avec Airbus et puis Tikeo, d'Aubert & Duval, fait tout son sens dans la perspective de la préparation du futur, des moteurs commerciaux et des moteurs pour la défense également. Question piège, on en est où du redressement industriel d'Aubert & Duval, qui ont eux aussi eu des problèmes de qualité quand même à une certaine époque? C'est en route, ça commence à être, comment dire, à se redresser? Donc c'est pas facile de parler à leur place, hein, puisque ça reste une entreprise qui est totalement autonome. En tant que client d'Aubert & Duval, aujourd'hui, on voit une équipe qui a pris l'entreprise à bras-le-corps et qui nous amène un plan qui est particulièrement crédible et qui commence à délivrer. Mais je pourrais pas parler à leur place. Sur cette question, Je confirme. Vous n'êtes pas trop mouillé. D'accord. Sur cette question des tensions, donc on a le cas d'Aubert & Duval. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin, avoir le détail sur d'autres activités, d'autres matériaux sur lesquels vous vous penchez sérieusement et qui pourraient soit faire l'objet d'acquisition, soit faire l'objet de prise d'intérêt? Je me tourne plutôt vers Airbus, Safran, ou si on botte en touche, Capgemini. Non, enfin, la matière, c'est clé dans tout ce qu'on fait. Là, on est vraiment dans l'amont de la chaîne. Et en fait, il y a peu d'acteurs. Hein. Notre business, c'est comme un diamant. On est peu en haut, il y a une base élargie au milieu, et à la fin, on retrouve tous les mêmes sur la matière, que ce soit le titane, l'aluminium ou l'acier. L'aluminium et le titane, c'est quelque chose qu'on gère de façon collective. Chez Airbus, on achète le titane et l'aluminium pour l'ensemble de nos fournisseurs. On appelle ça le compte bid dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on va sur le marché, on prend les volumes dont on a besoin avec les bonnes nuances aéronautiques, et on le met au service de la compétitivité avec des prix de volume aussi sur l'ensemble de nos fournisseurs. On ne le faisait pas sur l'acier. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder, par exemple. Chacun a acheté son acier, mais aujourd'hui, on a une crise de l'acier mondial. C'est assez étonnant, mais c'est le cas. On l'entend moins que pour le titane. Ouais. On l'entend moins, mais en fait, c'est encore plus préoccupant aujourd'hui l'acier que le titane. Beaucoup plus. Et dans un avion, il y a 250 nuances d'acier, dans les avions Airbus en tout cas, certainement plus si on va dans le reste de la chaîne de fournisseurs. Et aujourd'hui, certains fournisseurs qui ont du mal à fournir l'acier. Donc l'idée, c'est quoi? C'est peut-être un schéma, on ne va pas donner de nom, hein, j'imagine sur cette table ronde, mais un schéma type Aubert & Duval, c'est ça? Non, c'est le même schéma qu'on a sur le reste de la matière, c'est-à-dire aller chercher des volumes sur le marché, les sécuriser pour l'ensemble de nos fournisseurs, au bon niveau de prix, et qu'ils aient la capacité, avec des tickets, d'aller acheter ce qu'ils ont besoin au bon moment, avec la bonne nuance, et de le faire dans un schéma sécurisant et sécurisé. Ça marche très bien sur le titane et l'aluminium. On est poussé aujourd'hui à le faire aussi sur l'acier, qui a très bien marché pendant des décennies, mais qui aujourd'hui souffre. Donc si je peux compléter, bien sûr, on ne vous donnera pas tous les sujets qu'on est en train de regarder, mais par contre, pour revenir sur la matière première, je trouve que c'est un bon exemple. D'une part, Aubert & Duval est un aciériste, hein. Donc Aubert & Duval, pour nous, amène des solutions sur les aciers, sur le titane, sur les alliages qu'on appelle de base nickel. Donc on va continuer à travailler avec Aubert & Duval justement sur son développement capacitaire. Et pour compléter ce qui a été dit, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus viser 100% de la production chez un seul fournisseur, puisque de toute façon, au niveau capacitaire, ça ne fait pas de sens. Et même en termes de régionalisation, on a aussi besoin de pouvoir s'approvisionner dans le monde entier sur ces nuances-là. Par contre, les mécanismes tels qu'ils ont été décrits sur le CONBID, côté Safran, on travaille aussi la supply chain, l'approvisionnement de toutes ces matières en centrale, parce que pour le coup, ça nécessite qu'on puisse mieux travailler, mieux anticiper les besoins de volume, les besoins capacitaires. Et ça, c'est vrai que le groupe a pris la main, non seulement sur l'ensemble des sociétés, mais sur l'ensemble de la profondeur de sa supply chain pour beaucoup mieux éclairer le capacitaire et travailler en direct avec tous nos élaborateurs sur leurs investissements. Donc je pense que c'est un bon exemple où à la fois
on se sécurise partiellement avec la verticalisation Aubert et Duval, mais également on innove sur la façon de travailler avec nos fournisseurs. On va y venir plus en détail sur ce point-là. Après, Bruno Bouffe, une réaction par rapport à tout ce qui a été dit là ? Oui, je pense que ce qu'ils expriment, et au travers de votre question, c'est toujours cette question de contrôle, mais derrière, dans la définition du core, non-core, je pense que plus récemment, on voit intégrer des paramètres de souveraineté, des paramètres de maîtrise d'un processus industriel, évidemment de innovation pour le futur et anticiper la maîtrise technologique, mais je pense qu'il y a des critères qui sont passés au révélateur des différents chocs et crises dont vous parliez, qui ont redistribué l'analyse du core non-core et de la stratégie de make or buy qu'on constate aujourd'hui, qui a après une conséquence sur le niveau d'externalisation. Mais je pense que le niveau d'externalisation n'est que le bout de la chaîne d'une réflexion stratégique qui a eu lieu sur le core non-core des grands acteurs du secteur. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de mouvements ou d'opérations, dès ce que vous disiez. Alors après, il y a des opérations externes d'acquisition ou de choses comme ça, mais dans la pratique, aujourd'hui, je vous confirme qu'on est, nous, beaucoup plus sollicités sur cette recherche de maîtrise, de repositionnement sur les sujets corps et d'externalisation, voire d'internalisation supportée avec de la capacité. Peut-être des mouvements à venir. Marie-Louise Philippe, là on a une vision très européenne, j'ai envie de dire. Vous percevez les enjeux de la même manière? Vous aussi, vous vous interrogez sur de possibles internalisations? Comme j'ai dit tout à l'heure, en effet, nous, on a déjà une grande... dans notre footprint, on a une grande internalisation des compétences de notre histoire. Donc, en effet, on ne rencontre peut-être pas cette complexité à gérer. Par contre, nous, on a plus, je dirais, une évolution au contraire, c'est-à-dire que l'Europe, pour nous, c'est un marché très important. 29% de notre création de valeur dans notre programme E2 vient de l'Europe. Et ça, déjà, c'est beaucoup de gens ne se rendent pas compte que, en fait, Embraer est très active sur le marché européen. Et sur quel pays, pardon de vous couper en particulier? Voilà, j'étais en train de venir là-dessus. Par exemple, un de nos partenaire clé est au Portugal. Le partenaire clé est une entreprise espagnole, Ernova, et en fait, on a externalisé un site qui appartenait à Embraer en 2022. Donc après la pandémie, on a fait en fait le contraire. On a externalisé une de nos sites dans le sud du Portugal avec un partenaire espagnol. Donc en fait, aujourd'hui, cette externalisation, on parle de 800 personnes au Portugal, et ce site fabrique pour toutes nos gammes, ou une grande partie de nos gammes d'avions, l'épannage et aussi la peau de voilure. Donc juste pour dire, chez nous, on vient, je pense, d'un setup industriel bien différente, par exemple, de celle d'Airbus, historiquement. Donc, en fait, notre setup était toujours très prudent en termes d'externalisation. Le make and buy, pour nous, maintenant aussi, est plus élargi sur le cycle de vie du produit. Et c'est quelque chose aussi que nos clients nous disent. Parce qu'en réalité, vous avez les mêmes fournisseurs en approvisionnement, autant que dans la vie et la maintenance de votre avion. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec Safran, on a une JV sur la cabine. Donc, on est partenaire stratégique. Pareil, normalement, les avionneurs ne sont pas forcément dans la cabine. Surtout Boeing et Airbus sont plus dans l'externalisation et travailler avec les partenaires. Nous, on a pris une décision différente en disant qu'on fait une JV avec Safran pour avoir une valeur, compétence, engineering aussi dans la cabine de nos produits.
vous réfléchissez à internaliser, je vous répète un peu la question, certaines activités ou c'est le bon niveau pour vous? Aujourd'hui, on n'est pas dans une optique, comme je dis, parce qu'on a déjà une telle profondeur de compétences à l'intérieur. Donc, par contre, comme j'ai dit, aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique d'élargir notre footprint, surtout en Europe. Donc, on a cru, en termes de création de valeur dans l'approvisionnement et dans le footprint industriel en Europe, et on voit du potentiel supplémentaire. Comme j'ai dit, là j'ai parlé de l'épannage, l'APU de nos avions avec notre partenaire Pratt & Whitney est fabriqué en Pologne. Donc nous, on voit notre footprint en Europe croître. Florent Massou, j'ai oublié de vous poser une question piège. La surprise va peut-être nous permettre d'avoir un scoop ce matin. On en est où des discussions quant à la potentielle acquisition des sites de Spirit qui produisent pour Airbus? Bonne question. On discute? Pas de calendrier au moins? On discute. Spirit, c'est un partenaire essentiel pour nous. Sur le 350, sur le 220, sur le 320. Ils sont sur tous nos programmes. Donc le succès de Spirit, c'est notre succès. Et donc évidemment qu'on discute avec eux de s'assurer de la continuité du succès des produits qu'ils font pour nous. Pas de scoop, dommage, mais il fallait quand même la tenter. Sujet un peu annexe, celui des flux logistiques. Est-ce qu'avec toutes les tensions, tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a eus depuis le Covid, en particulier vers l'Asie, est-ce qu'on réfléchit à revoir ces circuits logistiques, à les simplifier également, peut-être, pourquoi pas, pour des raisons de bilan carbone? Est-ce que c'est une question prématurée ou pas? Non, c'est une question qui est essentielle en fait, et je pense que c'est certainement la plus grande de nos préoccupations aujourd'hui quand on regarde l'évolution de notre supply chain. Historiquement, on est parti chez des fournisseurs, on a externalisé 60 à 80% pour aller chercher de la compétitivité, pour aller chercher des compétences, de la capacité, pour aller chercher de la technologie, de l'innovation, pour aller chercher des structures de coûts qui ne sont pas celles d'Airbus. Tout grand groupe est forcément un peu plus lourd que d'autres structures. Et donc ça nous a conduit, de par le monde, à aller chercher des fournisseurs divers et variés. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est, il est différent. Il y a des plaques géopolitiques qui se ferment ou qui commencent à ne pas avoir complètement les mêmes intérêts. On a des surprises. On a des compétitions entre les produits de défense et les produits commerciaux sur certains composants. On a également des sujets difficilement prédictibles. La fermeture du canal de Suez, par exemple. Nous, on a une usine, une chaîne d'assemblage finale en Chine. On passait par le canal de Suez, c'est quand même plus court. Du jour au lendemain, il est fermé. Et là, on repart quelques siècles avant, on va faire le tour de l'Afrique. Et donc, on prend 3 à 4 semaines sur tous nos flux logistiques. Donc ça nous fait poser beaucoup de questions sur quelle est la résilience de notre chaîne de fournisseurs et comment on peut la traiter différemment. Et en fait, la priorité qu'on a aujourd'hui, c'est nos single point of failure, nos endroits où on est complètement dépendant d'un fournisseur, qu'il soit en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Portugal ou ailleurs. Est-ce que c'est le bon schéma ou est-ce qu'il faut qu'on aille chercher un fournisseur ailleurs, plus près ou plus loin, c'est une autre question, mais qui nous permettent de jouer sur 2 tableaux et pas d'être dépendant d'une seule main. Après, évidemment, la partie logistique, la partie environnementale, elle est clé. Et chez Airbus, on a beaucoup d'investissements là-dessus. On est en train de créer une nouvelle génération de bateaux. On va mettre des voilures sur les bateaux, des voilures qui tournent. Donc là, on allie l'aéronautique et le nautique pour économiser 40% de CO2 sur l'ensemble de nos flux de bateaux, ce qui est à la fois très innovant, mais aussi super excitant pour tout le monde dans nos équipes logistiques. Et ces nouveaux flux, ça pourrait être modifié en cours de route là pour les programmes existants? C'est plutôt pour les futurs programmes qui sortiront dans les années 2030? Ah non, c'est là. Le monde va vite.
comme vous le voyez bien. C'est vrai. Marjolaine Grange, même question sur les flux logistiques. Oui, donc on est très aligné avec l'analyse que fait Airbus, d'ailleurs tout le monde. Je pense que c'est une démarche générale, puisque on vit quand même un changement mondial de contexte géopolitique. Donc on a la même approche, un projet qui s'appelle Résilience 2030 et qui regarde aussi par zone les single point of failure, et on veut éviter, on travaille pas le découplage complet, on travaille, comme on l'a dit, la résilience, c'est d'avoir plusieurs pieds pour pouvoir réagir en cas de blocage ou temporaire ou total. Pour revenir aussi sur la question du carbone, ça amène pour nous aussi une réflexion qu'on a menée dans certaines de nos sociétés et qu'on accentue cette année, de la régionalisation des flux. Même si ça ne fait pas partie de notre stratégie, on a Safran Nacelle qui, justement, pendant le Covid, a refait sa stratégie en disant je dois avoir mes 3 sites de production, les flux autour, parce que, du part, j'aurai moins de transport, ça sera plus résilient. Et effectivement, Safran Nacelle passe à travers la crise actuelle avec des OTD qui n'ont pas été impactés. Donc, entre la question de l'impact carbone de notre transport, la question de la résilience géopolitique et l'expérience qu'on a quand même sur ce travail sur les schémas de Safran Nacelle, on a, nous, effectivement, donné des directions pour travailler sur la régionalisation des flux, d'une part, et sur certaines sociétés, la concentration de nos flux autour de nos sites, parce qu'au-delà du carbone, ça apporte quand même une résilience en supply chain très importante. Pour préparer cette table ronde, vous aviez parlé de la notion de souveraineté, hein, Bruno Bouffe aussi, donc je vous interrogerai juste après là-dessus, en citant un cas là qu'on n'a pas encore cité, la future usine de Safran à Rennes, la Jeannet, sur les aubes de turbines. 2 mots sur cette future usine. Vous avez rapatrié, c'est ça, une partie d'une activité. Effectivement, Bruno en a dit quelques mots. On a beaucoup parlé de la résilience. Florent en a parlé aussi. Avec la montée des marchés de la défense, on voit certaines régions qui activent ce qu'on appelle les defense pass, ce qui fait que quand nous, on approvisionne dans ces régions, en fait, on n'est pas prioritaire pour nos produits. Et donc, il y a un sujet de souveraineté qui se voit pas seulement sur nos produits de défense. Ça se voit aussi sur l'ensemble de nos produits commerciaux. Dans quelle mesure on a réellement la main sur le capacitaire de nos fournisseurs dans le cas où on est exposé à ces régions qui repriorisent nos flux, on va dire, sans délai de prévenance. Et donc, quand on fait l'analyse, arrive cette usine qui, au départ, vient parce qu'on a une forte augmentation de nos cadences pour accompagner notre client Dassault sur son programme Rafale, et qui devient une opportunité pour nous, justement, de se dire désensibilisons-nous à certains de nos fournisseurs sur les aubes de turbines. Et c'est comme ça qu'est née l'usine de Rennes, qui verra le jour bientôt. 2027, et pour les Américains, c'est pas un secret, c'est PCC et Omet, c'est ça, hein? Non, mais c'était dit à ce moment-là, je révèle rien en disant ça. C'est cela. C'est bien ça. Bruno Bouffe, donc sur la question de souveraineté, je sais qu'elle vous tenez à cœur. On l'a un petit peu évoqué déjà. Je pense qu'il y a cette pression qui est aujourd'hui sur l'industrie de défense, qui concerne la montée en cadence et qui finalement met en exergue des schémas industriels qui peuvent être mis en question pour des raisons de souveraineté. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur comment on découpe cette analyse. Juste sur le sujet de du bilan carbone et de la logistique, je pense que si on regarde sur un horizon un peu plus long, c'est une question ouverte, l'évolution de la réglementation, on parlera des risques jusqu'après, dans quelle mesure est-ce que vous anticipez une évolution du bilan carbone de vos produits et le poids de la logistique dans ce bilan carbone des produits, qui est quand même une évolution réglementaire qu'on constate. En tout cas, on est très sollicité sur ces sujets-là aujourd'hui. Merci pour cette excellente question. Ouais. C'est pas que la réglementation évolue, c'est qu'on est déjà engagé par des engagements vis-à-vis
ce qu'on appelle SBTI, hein, Science-Based Target Initiative, à faire des améliorations en 2030-2035 sur l'ensemble de nos scopes. Donc les scopes, il y a le scope 1, 2, 3. Le 3, c'est ce que génèrent nos produits. Et comme on brûle du kérosène aujourd'hui et pas encore de l'hydrogène, évidemment, c'est une grosse partie, c'est 99% hein, de ce qui est associé à nos scopes. Et après, il y a les scopes industriels sur lesquels aussi on a un engagement de réduire de moitié en 2030 notre exposition. Donc c'est notre consommation d'énergie sur les sites, c'est nos flux logistiques, c'est l'ensemble de ce qu'on doit améliorer. On a des belugas XL qui volent de site en site, sur lesquels on met de plus en plus de SAF pour réduire notre empreinte CO2. Et tout ça se fait de façon très quantifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à atteindre l'objectif sur lequel on s'est engagé en 2030 pour le faire. Et 2030, ce n'est pas la fin de l'histoire. Après, il y aura 2040, il y aura 2050. Donc la machine est lancée, et elle est lancée très vite sur ces sujets. Et notre industrie doit montrer l'exemple. Parce que c'est une industrie qui consomme du kérosène. C'est une industrie qui a fait 80% d'efficacité sur les 30 dernières années. En Concorde, c'était 20 litres au 100. On a 320, c'est 2 litres au 100. En équivalent, il faut qu'on arrive à des générations qui fassent 10 fois moins, gagner encore en ordre de grandeur. Donc on a fait un énorme travail sur ces sujets, parce que c'est lié à l'efficacité de nos produits. Il faut qu'on continue à montrer l'exemple, et tous les efforts qu'on fait, c'est une des clés de la continuité de l'aviation et de nos métiers à l'avenir. Louis Philippe, sur la question de la modification éventuelle de l'empreinte industrielle entre vos activités civiles, militaires aussi, ne l'oublions pas, votre projet de VTOL Yves, est-ce que vous imaginez des circuits logistiques très différents dans les années futures? Si on regarde de nouveau notre empreinte industrielle aujourd'hui, comme évoqué, aujourd'hui on est déjà très lean, c'est-à-dire que on a bien sûr un portfolio de fournisseurs, comme évoqué, c'est souvent les grands fournisseurs mondiaux qui sont les mêmes entre les trois grandes avionneurs civils aujourd'hui. Donc on a les mêmes, mais en termes de flux, on n'a pas des grandes aérostructures qu'on amène d'un site lointain vers notre site d'assemblage. Donc c'est déjà en termes de poids, lourdeur, de flux logistique très différentes. Deuxièmement, on est au Brésil, c'est-à-dire c'est un pays en termes de ressources énergétiques qui connaît le bioéthanol depuis très longtemps et qui a une exposition de génération de l'énergie au niveau de hydropower depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire que nos sites aujourd'hui, Embraer en termes de scope 1 et 2, on est sur un cheminement d'être net zéro de production en 2040. Donc, bien avant le target de l'industrie 2050. Après, bien sûr, comme évoqué, l'attention primaire aujourd'hui, c'est aussi sur le scope 3, parce que 95, ou même plus, 98% des émotions vont être vraiment dans le scope 3, donc ce qui est mis avec nos produits. Donc aujourd'hui, on est vraiment, on sait aujourd'hui notre système en termes de flux logistique, en termes d'efficacité du système, on est bien établi et on a un cheminement jusqu'à 2040. Maintenant, l'enjeu, c'est scope 3. Donc, juste pour dire, et ça c'est valable sur tous nos produits. En termes d'avions exécutifs, on est en production surtout aux États-Unis. Pareil, les cadences plus élevées, mais pareil, on applique les mêmes objectifs à travers tous nos produits au niveau défense, exécutif ou civil. Et c'est-à-dire, par exemple aussi, les vols d'essai, les vols de livraison à nos clients aujourd'hui sont fournis avec du SAF. Et on augmente au fur et à mesure le taux de SAF dans ces vols. Donc ça, c'est quelque chose de clé. On a nos partenaires au Brésil. Pareil, on a effectivement un écosystème qui marche bien et qui fait partie de notre
je veux dire planning et cheminement en 2040. Donc si je commence à résumer, le temps nous impose de bientôt devoir conclure. On ne s'attend pas à une révolution dans le schéma industriel du secteur, mais j'ai quand même l'impression, et c'est aussi ce qui transparaissait quand on a préparé cette table ronde, qu'il y a malgré tout nécessité de se rapprocher de ces sous-traitants, de mieux communiquer, de faire preuve de davantage de transparence. L'un de vous, je ne le nommerai pas, m'a même parlé du jeu de poker menteur entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Là, je ne vendrai pas la mèche. Oui, faut-il améliorer encore la communication? Est-ce qu'il y a un petit manque de transparence entre grands donneurs d'ordre et fournisseurs? Je ne sais pas s'il faut porter un jugement comme celui-là. En tout cas, chez Safran, on fait le constat qu'il faut que collectivement, on monte tous d'un cran dans notre capacité à justement réagir à ces hausses, ces baisses et ces crises géopolitiques et à se transformer. Donc, à très court terme, on a fait plus 50% sur les équipes qui travaillent main dans la main avec nos fournisseurs sur justement la prévision court-moyen terme de la demande pour être capable de travailler avec eux sur leurs investissements, leur recrutement et en temps réel de réajuster la demande. Donc ça, c'est vraiment à très court terme. À moyen terme, enfin court-moyen terme, en interne, on a monté une Supply Chain Academy pour pouvoir former l'ensemble de nos équipes, l'ensemble de nos métiers sur les processus, parce qu'on est persuadé que quand on a besoin de réagir, d'être agile, il faut monter la compétence. Vous l'avez créée quand, cette Supply Chain Academy? On l'a créée, en fait, on a décidé de la lancer l'année dernière et elle est ouverte, elle s'est ouverte cette année. Alors, il y avait déjà des formations, mais le branding, en tout cas, mettre ça sous une marque, ça a redynamisé la visibilité du métier, on a redynamisé les parcours, on a créé aussi quelque chose qu'on faisait peut-être pas suffisamment, ce qu'on appelle la formation-action, c'est-à-dire que nos experts se rendent sur les sites auprès des équipes, font une partie de théorie et une partie de pratique, c'est-à-dire que les équipes peuvent poser leurs questions et traiter leurs problèmes en temps réel. Donc, on fait évoluer tout le dispositif et ça, ça en interne et chez nos fournisseurs. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi main dans la main avec Airbus et puis le GIFAS à créer le référentiel et le programme Aéro-Excellence, parce que Aéro-Excellence, c'est exactement la même chose, mis à disposition de nos fournisseurs avec tout le système d'accompagnement. Il faut monter le niveau de jeu collectif et peut-être passer moins de temps à discuter sur les hausses et les baisses et la réalité de ce qu'on vit et plus à se reconfigurer en collaboration. Laurent Massou, sur cette question? Non, je pense que historiquement, la gestion de supply chain dans nos grandes boîtes, c'était un peu une servitude. C'est pas la noblesse de l'engineering ou la capacité à produire des avions qui était aussi valorisée. Et finalement, quand on compare différentes industries, pour moi, il y a une grande leçon de l'automobile. On a essayé de faire plein de comparaisons, etc. Ça a nourri beaucoup de consultants dans l'histoire d'Airbus. Pour moi, la première leçon, c'est la maîtrise totale et parfaite de ces flux logistiques dans une activité d'assemblage. Et si on n'a pas cette maîtrise parfaite dans l'exécution, nos métiers sont extrêmement compliqués, notamment au moment où on va franchir des seuils de production qu'on n'a jamais fait dans l'histoire de l'aéronautique, en montant en canon sur l'ensemble de nos programmes, et quelque part avec un horizon de livrer plus de 1000 avions dans les années qui viennent, donc largement au-delà de ce qu'on n'a jamais fait. Cette maîtrise de la chaîne logistique nous oblige, c'est-à-dire nous on a 3000 personnes qui s'occupent de nos fournisseurs, on a beaucoup travaillé pour augmenter nos pratiques, nos process, nos niveaux de professionnalisation, un peu comme tu le disais, nos routines, notre operating system vis-à-vis des fournisseurs, pour être lisible, pour être prédictible et pour les aider dans ce qu'ils doivent faire. Donc c'est des connaissances techniques, des connaissances de process, et ça c'est quelque chose sur lequel on monte en puissance depuis quelques années. On n'est pas encore là où il faudrait être, mais notre rôle de base c'est d'aider nos fournisseurs à être bons. Sinon on en paye le prix 2 fois plus cher derrière. Et donc cette gestion de la supply chain, chez nous, elle remonte dans la hiérarchie de nos préoccupations et aussi dans la valorisation des métiers, dans la valorisation des rôles par rapport à ce qu'on doit faire dans les années qui viennent. Bruno Bouffe, comment améliorer encore les interactions entre les grands et les petits sous-traitants?
Effectivement, je pense que la collaboration et l'excellence dans les pratiques est déjà lancée. Je pense que la question à laquelle on est en train de répondre, c'est il y a une réelle augmentation des volumes. On ne travaille pas de la même façon quand on est au double de volume qu'il y a quelques années. Et ça, à l'échelle d'Airbus ou de Safran, c'est un challenge. Mais pour une petite structure, c'est aussi un énorme challenge d'intensité du capital, d'intensité des ressources humaines et des talents pour pouvoir être en contrôle de ces éléments-là. Et donc, oui, il y a besoin de cette orchestration sectorielle pilotée par les grands, initiée par les grands, mais sans cette mise à niveau des talents et des ressources sur le secteur qui, soit dit en passant, est en compète avec d'autres secteurs. Pour les ressources, pour les talents, pour les matières premières, sur le futur des avions eVTOL, sur les batteries, sur tout un... Donc en fait, il y a une redéfinition des enjeux de la supply chain. Donc oui, plus de collaboration, mais pas que. C'est-à-dire pas que Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que l'enjeu des talents est un des éléments clés. Quand on regarde aujourd'hui la pyramide de ressources chez les grands donneurs d'ordre, il y a une personne sur 5 qui a plus de 55 ans, qui a un vrai savoir-faire, donc ça a été exprimé, hein, on crée des académies, et en fait ça c'est la partie visible. On a aussi le challenge des nouvelles générations et l'enjeu du volume de talent pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces besoins. Merci à vous. Je me tourne vers la salle. Alors il ne reste plus que quelques secondes, mais malgré tout, si quelqu'un avait une question, qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais. Oui, il y a une question là-bas. Donc le démantèlement, donc jusqu'au bout de la chaîne de la vie de l'avion, par exemple, vous parlez, ou même dans l'opération. Tout à fait. Donc nous, on a... Alors, c'est un sujet qui vient de plus en plus. Donc, juste c'est un exemple très simple, mais par exemple, les tapis aujourd'hui dans nos avions, c'est des anciens filets de pêche. Ça paraît pas évident. Et ça, typiquement, comme j'ai dit, on est en JV aujourd'hui avec Safran sur le siège. Et typiquement, les matériaux de couverture de siège, pareil, le taux de recyclage continue à augmenter. Pour tout ce qui est vraiment matière première, donc les matériaux lourds comme titanium ou fer, aluminium, là, je ne pourrais pas vous donner tout détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé, et notamment, c'est pour ça que je trouve c'est intéressant chez Embraer, comment on avait commencé ce cheminement, c'est de dire la cabine, pour nous, c'est un endroit évident à faire marcher une démarche de renouvelable et de circulaire. Et justement, c'est pour ça, avec Safran, on est en train de collaborer et explorer de plus en plus des matériaux qui vont être recyclés. Merci, on me dit qu'il est l'heure. Donc juste merci, je vous demande juste d'applaudir encore une fois nos experts et expertes. Et très bonne journée à vous. Merci beaucoup.